pour les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas pu être présents au niveau de cette présentation. Donc, je remercie vraiment le présentateur. Euh, il est encore là? J'ai l'impression que je ne le vois plus. Je pense qu'il s'est déconnecté. Il m'avait dit qu'il avait un problème avec son audio. D'accord, OK. Ouais, voilà, je ne le voyais plus. Peut-être qu'on attend son retour. Mais en tout OK. cas, je te remercie, professeur Chersab, et toute l'équipe de cette initiative voilà, de présentation qui est ouverte aussi bien aux enseignants-chercheurs qu'aux doctorants. On va aussi avoir des invités au niveau international qui vont aussi participer aux différents ateliers. Donc, je vois Pape Abdoulaye Baro qui est là. OK. Je vais essayer de... Il faut qu'il accepte. Euh, laisser se connecter à l'audio. Je pense que ça va venir. c'est ça. Maintenant, il faut le promouvoir, Animateur. non pas animateur, mais co-hôte. OK. Bon, là, tu l'as déjà fait, donc il n'y a que lui qui peut te rendre la main. Vous m'entendez? Oui, oui, on Oui, on t'entend. t'entend bien, Pape. Ouais. Est-ce que tu peux renommer Chersar en co-hôte ou bien hôte? Il faut juste aller sur son nom, tu cliques sur plus, nommer co-hôte. C'est déjà Voilà. fait? Très bien. Bon, il y a du bruit de fond, je ne sais pas si ça va continuer. Il y a beaucoup de bruit de fond. Là, il y a beaucoup de bruit. Pardon, On arrive difficilement à t'entendre. c'est bon maintenant? Bien. On les entend toujours. On entend toujours. Bon, c'est les enfants. Attendez. Donnez-moi 7 minutes. Bon, peut-être en attendant, je peux peut-être dire quelque chose sur les séminaires, mais ça. Oui, 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 bien sûr. Maintenant, c'est toi qui as la main, hein. Moi, OK, merci. Donc, en fait, dans le cadre du CEA et dans l'axe 4 qui concerne les systèmes informatiques et les connaissances, donc on avait cette année, dans le cadre du plan d'action, décidé de faire des séminaires de recherche, donc sous forme de webinaire. Donc, l'objectif, en fait, c'était vraiment de partager ce que les gens font en termes de recherche. Et les travaux donc, sont présentés sous forme de webinaires par des enseignants-chercheurs ou des doctorants. Alors, pour cette année, il y a 4 thèmes qui ont été identifiés. Donc, le premier thème, c'est le thème IoT application. Donc, c'est sur ce thème aujourd'hui que M. Pape Abdoulaye Baro va faire une présentation. Sinon, il y a 3 autres thèmes qui sont prévus pour cette année. Donc, il y aura un thème sur l'apprentissage automatique, un autre thème sur la cybersécurité et enfin un dernier thème sur le traitement et analyse des données. Donc, à chaque fois, en fait, un appel à la candidature sera lancé en temps voulu pour que les gens puissent soumettre et participer. Ceux qui ont éventuellement des présentations à faire pour ces thèmes, qu'ils puissent le faire. Donc, voilà à peu près ce qui a été retenu pour cette année. Et l'idée, c'est vraiment d'aller crescendo et que chaque année, vraiment, on ait des nouveaux thèmes, que les gens fassent des présentations et que ça devienne vraiment un milieu dans lequel on puisse faire des échanges. Vraiment, ça nous permet de mieux nous connaître, de savoir sur quelles problématiques travaillent les autres. Et puis, ça va nous faciliter peut-être la coordination, plus facilement travailler en équipe de recherche et ainsi de suite. D'accord. Donc, c'était ça un peu l'objectif de ces webinaires qui ont été initiés cette année. Donc, je pense que sans plus tarder, on peut donner la parole à M. Pape Abdoulaye Baro, qui va d'abord se présenter et puis ensuite, il pourra parler de ses travaux qui portent sur Sustainable, Smart and Future Cities based on Internet of Things for Developing Countries. Donc, M. Baro, vous avez la parole.
Merci beaucoup, professeur. J'ai l'honneur et le plaisir de présenter ces quelques travaux ici sur le webinaire sur le thème de IoT et applications. Mes travaux donc tournent essentiellement autour de l'Internet des objets pour le développement et des technologies qui gravitent autour, à savoir l'instrumentation, les capteurs, réseaux de capteurs. Mais en gros, c'est les systèmes embarqués et l'Internet des objets. Voilà. J'avais effectué ma thèse de doctorat à l'INSP, à l'Institut mathématiques et des sciences physiques au Bénin. Et ça m'a permis aussi d'aller faire mes séjours de recherche en Italie, au Marconi Lab. Ça m'a également permis d'avoir tous ces résultats-là que je dois vous présenter aujourd'hui. Voilà, sans plus tarder, je vais aborder donc le thème qui est contribution pour les villes intelligentes, durables et futures, basé sur l'Internet des objets pour les pays en voie de développement. La présentation va se dérouler comme suit. Après une introduction, nous allons proposer un modèle pour les pays en voie de développement. Un modèle de développement urbain basé sur le numérique en général. Et puis, nous allons proposer des métriques et quelques indicateurs de performance pour permettre aux villes, basées sur ce concept, de pouvoir mesurer le progrès dans le temps, de comparer leurs performances avec celles des autres, et donc d'essayer d'atteindre les objectifs de développement durable. Ici, ce concept doit être basé sur une infrastructure, donc doit implémenter les technologies de l'information et de la communication. Et donc, sur ces bases, nous proposons d'abord les stations de base autonomes, une solution pouvant être capable de gérer les zones isolées, donc les zones dont la connectivité n'est pas trop évidente. Et puis, on va prendre ces solutions, on va les généraliser à la taille d'une ville. On va couvrir la cité avec ces 10 stations de base pour avoir un réseau autonome, donc, qui va couvrir entièrement la cité. Nous allons également proposer une architecture multi-optionnelle pour pouvoir embarquer tout le monde. Et cette architecture pourra donc diversifier les choix de communication. Nous allons finir cet exposé avec une conclusion et quelques perspectives. Les pays en voie de développement regorgent de déséquilibres. Nous constatons des négligences côté agriculture qui ont un impact fort sur le manque d'opportunités. Cette manque d'opportunités entraîne ce qu'on appelle la délinquance juvénile. Et nous avons également des problèmes de traitement de déchets solides et des eaux usées. Nous avons les problèmes de pollution et de dégradation environnementale, la saturation du transport, l'indisponibilité de l'énergie et donc de l'éclairage public. Nous avons des logements précaires et informels et donc des difficultés d'accès aux soins médicaux de qualité. Nous constatons également que plus de la moitié de la population analphabète vivent en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Asie du Sud, ce qui a un impact fort dans le développement socio-économique. Nous constatons également que les 9 sur 10 jeunes n'utilisant pas Internet vivent en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Asie du Sud et au Pacifique. Se connecter de manière stable à Internet en Afrique n'est pas une chose vraiment faisable pour des applications temps réel. Donc, entrave les applications orientées IoT. Ici, nous sommes intéressés au développement urbain d'une cité
mais d'un point de vue digital. Nous conceptualisons et proposons une infrastructure de base basée sur le protocole LoRaWAN et MQTT, bien sûr, pour permettre la faisabilité des villes intelligentes dans les pays en voie de développement. Nous conceptualisons en prenant en compte les communautés isolées ainsi que les problèmes relatifs à ces zones-là. Voilà, le concept est... Donc, nous travaillons autour du concept de la ville intelligente, qui est un concept dépourvu de définition claire, cohérent et définitif entre les praticiens et les académiciens. Mais l'Organisation internationale des télécommunications, en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, ont élaboré une définition mondialement connue des villes intelligentes et durables. Ils disent qu'une ville intelligente et durable est une ville innovatrice qui utilise les technologies de l'information et de la communication et autres moyens pour améliorer la qualité de la vie, l'efficacité et des services urbains, ainsi que la compétitivité, tout en assurant donc les besoins de la génération présente et future en termes de développement économique, socio-culturel et environnemental. Le concept est basé sur l'Internet des objets pour le développement, qui par contre est bien connu. ITU, dans sa recommandation Y 2060, définit l'Internet des objets comme étant une infrastructure globale pour la société d'information, permettant d'interconnecter des choses sur la base des technologies existantes, interopérables et en pleine évolution. En réalité, l'Internet des objets n'est pas nouveau, puisque dès 1912, nous assistons au premier système télémétrique à Chicago, lorsqu'on utilisait la connexion filaire téléphonique pour monitorer les centrales électriques. La télémétrie a évolué vers les années 30 pour donner ce qu'on appelle la radiosonde. Ici, à l'aide d'un ballon qu'on envoyait à l'air, on parvenait à collecter des variables météorologiques pour monitorer. Les années 57, l'Union soviétique lança Sputnik. Ce fut donc l'entrée de la télémétrie aérospatiale, ce qui a donné de nos jours la communication par satellite. Les années 80, nous avons l'adoption de la technologie machine to machine, parce qu'on utilisait les connexions filaires dans les centrales de production pour la collecte et la supervision donc, des unités de production. Les années 90, Ademco créa son propre radio, car jugeant la connectivité cellulaire très chère. Les années 95, Siemens présenta son premier cellule modulaire basée sur la technologie machine to machine. De nos jours, nous parlons d'Internet des objets, car il permet une couverture omniprésente, une large adoption des protocoles IP et favorise l'économie numérique. Il est miniaturisable, permet des avancées des data analytiques et utilise largement la technologie du cloud computing. Il permet à diverses variétés d'équipements d'être interconnectés à tout type de réseau. Il joue un rôle majeur dans la collecte et le traitement des données. Il peut matérialiser les variables de décision et les mettre disponibles pour la science et pour le développement. C'est un paradigme qui, lorsqu'il est adopté par la politique ou l'éducation, peut jouer un rôle majeur dans la résolution de pas mal de problèmes. Les tendances montrent qu'il est en évolution et il fera son chemin avec l'intelligence artificielle. Ces travaux sont basés sur deux protocoles, à savoir le protocole LoRaWAN et le protocole MQTT. LoRaWAN est un protocole d'architecture, de communication et d'architecture basé sur la modulation LoRa, qui est une technologie de la couche physique. LoRaWAN est en train donc de révolutionner le monde des IoT en permettant une communication longue portée
avec une faible consommation en énergie. En LoRaWAN, on peut couvrir de 1 jusqu'à 10 km dans les zones urbaines, dépendamment donc des encombrements, et ça peut atteindre ou dépasser les 16 km dans les zones rurales. Il n'est pas gourmand en énergie, utilise la bande ISM, la bande libre, et permet un déploiement à moindre coût. Le réseau LoRaWAN définit un débit de données compris entre 0,3 et 0,5 kilobits par seconde, avec 2 canaux haut débit à 11 et à 50 kilobits par seconde, mais en modulation FSK. Il supporte la communication sécurisée bidirectionnelle, la mobilité ainsi que la localisation. Les facteurs d'étalement allant de 1 à 12 ont été utilisés pour mieux gérer le taux de transfert de données. Il utilise des débits adaptatifs pour mieux gérer le débit et la puissance d'émission de chaque nœud individuellement. Il permet donc d'optimiser la durée de vie des batteries, la plage du signal et la capacité entière du réseau. Utilisant aussi la modulation CSS, le réseau LoRaWAN est presque insensible au phénomène d'interférence, à la propagation multichemin et au phénomène dit d'évanouissement. 3 classes d'équipements ont été définies pour mieux gérer la durée de vie des batteries et la latence côté réseau. Si on a les équipements de classe A qui peut envoyer la donnée et ouvre 2 fenêtres d'écoute des paquets de son nom. L'équipement de classe B, après avoir envoyé la donnée, pour ouvrir des interfaces successives d'écoute des paquets de son nom. Les équipements de classe C transmettent la donnée et passent tout le temps à écouter le réseau. Les équipements de classe A gèrent mieux la batterie puisqu'il a aussi en plus ça des temps d'hibernation. Les équipements de classe C, eux, passent tout le temps à écouter, donc utilisent au maximum la batterie. Et les équipements de classe B sont un compromis entre les équipements de classe A et de classe C. En LoRaWAN, la communication est sécurisée puisque la donnée est cryptée avec de l'AES 128 bits. L'équipement pour participer au réseau a besoin de 2 clés. On a le network key pour permettre au network serveur de vérifier l'intégrité du message. Il y a besoin d'un apps key pour pouvoir décoder donc, le PE, la donnée utile. En LoRaWAN également, les nœuds ont besoin de s'authentifier. Nous distinguons 2 modes d'authentification. D'abord, nous avons OTA, Over the Air Activation. Donc, ici, l'équipement demande un join accept au serveur. Le serveur lui envoie un join accept après avoir vérifié certains critères. Et maintenant, l'équipement va pouvoir dériver des clés de session et entrera en communication avec les serveurs de manière sécurisée. Nous avons l'authentification par personnalisation ABP, qui donc tous les clés sont stockées opérables dans l'équipement. Et au besoin, il pourra entrer en communication avec le serveur qui va d'abord regarder l'intégrité des messages avant donc de laisser la communication. Nous avons fait le choix sur le LoRaWAN car il a un déploiement facile, on peut facilement le déployer. Donc, ces équipements aussi sont accessibles, donc sont à moindre coût, ils gèrent mieux la durée de vie des batteries et la performance et gèrent mieux aussi les phénomènes de latence. Nous avons utilisé aussi MQTT, qui est un protocole de messagerie basé sur le protocole Publish Subscribe. Ici, l'équipement B peut envoyer ses données dans un broker. L'équipement A se connectant sur ce broker, se souscrivant à son topic, pourra donc recevoir la donnée envoyée par les équipements B. Voici en grosso modo
le problématique posée, la définition de quelques notions et le tour d'horizon de quelques protocoles qu'on aura utilisés pour mener à bien ce travail. Nous avons débuté avec un survey. Donc, on a identifié d'abord les mots-clés de notre sujet. On a construit ce qu'on appelle la chaîne de recherche. Et puis, on a visité Google Scholar et Browser Explorer, Sciences Directes, pour recueillir les données entre 2013 et 2018. Nous avons obtenu 14 résultats. Après analyse et classification, nous en avons retenu seulement 21, jugeant relevant pour donc, ce travail. Nous avons classé les résultats en deux tableaux. Le tableau à gauche nous donne les concepts de la ville intelligente et à droite les quelques réalisations qu'on a pu trouver dans la littérature. Après examen, nous constatons un manque de consensus. Ce manque de consensus qui peut être justifié par le fait que chaque ville est unique et irréplaçable. Donc, a ses besoins pour builder. Il doit donc faire son propre plan, définir ses priorités et rester suffisamment flexible pour s'adapter aux changements. Ainsi donc, nous pensons que le projet d'une ville est une approche futuriste qui évolue avec les technologies de l'information et de la communication. Il faut commencer par une seule communauté et progresser vers les villes futures. Les villes traditionnelles qui sont actuellement ici dans les pays en développement sont des villes qui regorgent de déséquilibre, qui vont donc sentir le besoin d'aller vers les villes durables. On va vouloir maintenant bâtir ces composants dans la durabilité. Un exemple, ici on pouvait on peut faire de l'agriculture dans les villes durables, mais en prenant en compte les changements climatiques, les variations climatiques. Cette ville aussi va sentir le besoin d'aller vers les villes intelligentes et durables qui donc sentiront la nécessité d'implémenter les technologies de l'information et de la communication. Et donc, va vouloir semer des capteurs dans les 10 composants et les rendre ainsi intelligents. La ville intelligente et durable va aussi migrer vers les villes omniprésentes. Là, la ville sera entièrement couverte par un réseau de capteurs et de communication et favorisant pas mal d'applications. Dans les U-Cities, l'homme sera en interaction continue avec les équipements dits SI, tels que les robots. Dans ces U-Cities, nous pouvons apercevoir des voitures sans chauffeur. Et nous pouvons également voir des cœurs et autres organes qui seront connectés. Cette ville aussi va sentir le besoin d'aller vers les villes digitales où la collaboration devient fluide. Le partage de données se fait de manière intelligente et même pour préparer un repas, il sera juste une question de clic sur des boutons. Cette ville va sentir le besoin d'aller vers les villes virtuelles où on peut sentir des applications telles que des chemins virtuels pour des engins volants, des corps virtuels pour la haute médecine et des hologrammes pour la haute communication. Donc là, ça nous permet de conceptualiser et de dégager le concept de la ville intelligente et durable qui est basé donc sur 14 composants. Nous pensons que pour mener à bien ces travaux, le concept doit être hébergé par un cadre technologique. Et donc, dans les composants de ce concept, on doit y greffer les capteurs, donc les technologies de l'information et de la communication. Donc, les données doivent à chaque fois être collectées et acheminées vers un système de gestion un peu plus volumineux. Et là, la donnée est traitée
est mis à disposition des usagers pour la consommation. Le quintet, système embarqué, Internet des objets, Big Data, Cloud Computing et Intelligence artificielle feront donc la faisabilité de ce concept. Ainsi donc, nous définissons des métriques et indicateurs de performance afin de permettre aux cités de mesurer le progrès au cours du temps, de comparer leur performance avec les autres cités et donc essayer d'atteindre les objectifs de développement durable. Les indicateurs objectifs des facteurs technologiques et quelques processus cognitifs vont constituer le KPI et permettra donc de mesurer le niveau de progrès des villes intelligentes. Ainsi donc, si on prend le modèle à 14 composants, l'objectivité peut être, par exemple, si on prend la Smart Environnement, le traitement, la collecte et le traitement des déchets solides, qui peut être exprimé en pourcentage. La mise en œuvre de ces sous-composants est fortement dépendant des technologies de l'information. L'infrastructure à mettre en place doit aussi répondre à ces 10 critères. Doit donc se baser sur de l'énergie, sur le faible et doit se baser sur l'énergie renouvelable, consommer de l'énergie, n'est pas trop gourmand en énergie, son déployabilité est de moindre coût, donc ne doit pas être trop cher en termes de déploiement. La donnée doit être collectée localement, consommée localement avant d'être acheminée vers un serveur distant. Le système doit garantir l'électricité ainsi que la haute disponibilité. La donnée doit être partagable, monitorable, libre d'utilisation. Le système doit garantir une communication multiple, sa variété d'utilisation. L'intelligence aussi doit être prise en compte. Donc, les composants ou sous-composants doivent être capables d'apprendre de leurs données, de raisonner et puis de prendre des décisions ou de faire prendre des décisions. Ainsi, on peut exprimer le niveau de progrès d'un sous-composant par l'équation 1, T étant un facteur global, la moyenne donc des facteurs technologiques. Si un facteur technologique est implémenté, il vaut 1, sinon il va valoir 0. Et donc, il doit au moins implémenter un facteur cognitif. Ici, donc, nous avons mis en place un simulateur qui permet donc de simuler le niveau de progrès d'une cité et donc de mettre en compétition plusieurs cités par rapport à un composant donné. Là, nous avons généré des données pour les indicateurs objectifs. Nous avons aussi généré des données sur des facteurs aléatoires, donc des facteurs technologiques. Donc, toutes ces données sont aléatoires. Nous avons aussi généré des données pour les facteurs cognitifs. Là, on peut exprimer le niveau de progrès d'un sous-composant. Et si on a évalué tous les sous-composants d'un composant, on peut alors avoir le niveau de progrès d'un composant. Et là, on peut utiliser donc ces informations pour mettre en compétition plusieurs cités par rapport à la mise en œuvre d'un composant. On peut aussi dégager un minimum acceptable pour être considéré comme sur la bonne pente. Ainsi donc, nous avons essayé de simuler en prenant une ville dans chaque pays de l'espace CEDEAO. Ici, on a rapidement dégagé le C acceptable et les villes qui sont en dessous sont considérées en avance par rapport aux villes qui sont en bas en ce qui concerne l'implémentation de la Smart Environnement. Ces villes, donc, étant mises en concurrence, il va devoir
alors mettre en place une infrastructure de base pour soutenir la mise en œuvre des composants. Ainsi donc, nous avons pensé à la couverture d'une cité. Donc, si on prend, par exemple, une cité dont la carte est la suivante, nous avons utilisé les techniques désignées pour scinder les différentes parties de la ville en dessous problème. Et là, nous considérons cette zone en rouge comme étant une zone isolée. Le but ici est de faire bénéficier à la communauté non connectée ou ayant des difficultés d'accès à Internet les avantages de l'Internet des objets et aussi de les offrir des services utiles. Nous avons vu plus haut que l'accès à Internet n'est pas trop évident pour la plupart des pays en voie de développement. Et donc, nous prenons le protocole LoRaWAN, qui peut pas dans les stations des gateways qui ne sont pas intelligents, puisqu'il envoie juste les données, les paquets reçus vers donc, les serveurs distants. Donc, ici, nous proposons une station de base complète qui intègre 5 blocs. On a donc le serveur qui est capable d'aller vers TTN ou de fonctionner en local ou bien d'aller vers un réseau local. Donc, on a ajouté le serveur. On a ajouté aussi la pile TIC et Telegraph InfluxDB Grafana. Donc, pour la collecte, le stockage et la visualisation de données. On a ajouté un serveur de contenu qui, donc, avec son access point, peut fournir des services utiles à la communauté. Nous avons ajouté aussi un module ML Folklore, donc destiné aux usagers futurs en ce qui concerne un client léger du concept de la machine learning. Nous avons ici proposé 2 types de stations de base. Les stations de base à 8 canaux, qui est basé sur le concentrateur SX1301 et un single channel qui est basé sur la carte FM 91W. Nous avons utilisé un basé sur le PAI pour des besoins donc, de test. Les données sont envoyées sur une fréquence de 872 MHz avec une bande passante de 120 kHz. Nous avons mesuré la puissance de consommation ainsi que la charge donc, du CPU. Pour le 8 canal, nous avons une puissance de de consommation de 4,5 watts du moins. Par rapport au single channel qui ne consomme que 1,8. Et là, nous avons utilisé un panneau photovoltaïque sur lequel on a mis une batterie de 324 watts pour les 8 canaux et pour l'autre 129 watts seulement pour suffire. Donc ceci, ça peut garantir un fonctionnement jusqu'à 3 jours, donc sans avoir besoin à le brancher sur les panneaux. Les charges côté CPU ont été monitorées et on montre que la station de base n'est pas trop chargée, puisque le CPU NAS et le CPU Lidl nous montrent le temps d'utilisation et le CPU 8 nous montre le temps sans inactivité. Nous avons aussi fait des expériences sur le terrain en essayant donc de mesurer la force du signal. Donc, on a mis une station de base ici à l'Institut de mathématiques et on a eu un nœud qu'on a équipé d'un GPS donc, pour collecter les informations ainsi que la force du signal. Donc, ici en vert, nous voyons que le signal est assez fort. En jaune, le signal est acceptable. Donc, le FSI est entre moins 90 dBm et 110 dBm. En rouge, ici, le signal est vraiment faible,
Ceci est dû au fait que dans cette zone-là, on a une forte concentration des arbres, atténuant aussi fortement le signal. Nous avons aussi mis en place une interface pour la configuration graphique de notre station de base. Ici, automatiquement, on peut choisir d'aller vers le Things Network, qui est un réseau communautaire répandu en Europe. Donc, là, si on a accès à Internet, on pourra aller vers ce réseau. On peut décider de fonctionner en mode isolé, donc le gateway seulement qui va servir la communauté. Et on peut distribuer les accès pour les gens désirant consommer ces données. Ou maintenant rejoindre un réseau communautaire de la taille d'une ville, qu'on va donc aborder sur la partie qui suit. Ici, on est intéressé par un réseau couvrant toute la ville, en utilisant donc cette solution de station de base autonome qui est capable de couvrir une zone. Et maintenant, on peut les répandre éparpillés dans la ville afin donc d'avoir une couverture omniprésente. Là, la donnée est collectée par la couche mesurement. Via son interface SADCOM, la donnée est envoyée à la couche link layer. Et ici, le choix est fait. Donc, il peut donc envoyer la donnée vers le réseau communautaire local qui fera le traitement et via son interface monitor passera donc à la couche application les informations nécessaires pour la consommation. Ici, les capteurs et technologies pourront donc être greffés sur l'existant, sur les composants ou sous-composants d'une ville intelligente. Et la donnée pourra donc être envoyée vers une station de base autonome. Et la station de base, ici, la donnée est traitée et consommée localement pour ceux qui le désirent et n'ont pas accès à Internet. Avant donc de décider de l'acheminer vers le serveur central, qui est également une station de base. Donc, ce dernier aussi va traiter les informations et va envoyer les données dans un serveur distant pour donc le stockage et le traitement. Et la couche applicative prendra donc ces informations pour le monitoring ou le contrôle voulu. Là, le maître ici agira comme un middleware. Donc, elle sera en communication directe avec les esclaves. Les esclaves pouvant donc collecter la donnée, le consommer localement et pouvoir donc, ils ont donc les capacités de communiquer avec le master. Un nœud mobile pourra donc se déplacer librement dans ce type de réseau. Nous avons utilisé Splat pour moduler le line of sight pour pouvoir positionner ou bien positionner nos antennes, éviter les obstacles liés au profilé. Là, nous avons pris une station de base qui est positionnée à l'Institut, à l'école normale supérieure, et le second à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques. Donc, la distance étant de 13 km, nous pouvons constater que pour une bonne visibilité, il faut positionner l'antenne à l'ENS à 30 mètres du sol et celle de l'IMSP à 15 mètres du sol. Ainsi, la communication pourra être point-to-point entre l'esclave et le master. Nous avons ajouté donc l'option Wi-Fi pour diversifier les choix de communication. Puisque dans une ville, certains peuvent réclamer d'avoir accès à une bonne connectivité. Donc, ils peuvent décider d'aller sur TTN ou donc de faire appel à l'option Wi-Fi. Ici, la donnée est collectée par la couche musulmane via l'interface Publisher Interf. La donnée est parvenue à la couche, peut être parvenue à la couche Messaging Layer. Et le WIIT Services pourra accéder
donc à la couche multilayer, pour donc récupérer la donnée, le traiter et le proposer à la couche applicative pour le monitoring en passant par l'interface MonitorServe et IA App Inter. Ainsi donc, on peut greffer les IoT ou les décapteurs dans l'existant, dans les composants, et puis faire passer la donnée vers un broker. Et de là, la donnée peut être maintenant récupérée par notre YIoT. C'est un gateway, un mini-serveur qu'on a mis en place qui peut connecter la donnée ici chez le middleware, chez le broker, et maintenant il faudra passer vers un système de stockage. Donc, l'interopérabilité est assurée vu qu'il y a plusieurs options de communication, donc il y a en communication. Là, la donnée est traitée et est présentée à l'utilisateur pour la consommation. Nous avons utilisé pour le mini-serveur du Raspberry Pi, le YIoT, et nous avons utilisé côté nœud un PyCom. Un PyCom sur lequel on a mis du Pi avec le capteur de température et d'humidité, le DHC11. Là, la donnée est compressée, cryptée, et puis publiée dans un broker via Wi-Fi. La donnée est compressée en le transformant en 30 bits. Donc ici, on fait des regroupements de 6 et de 8. Et puis, on fait encore un regroupement en code ASCII. Et là, on considère les bits transformés. On regarde si c'est un multiple de 8, sinon on le bourre avec des bits à 0. Et on pourra maintenant faire notre encodage. Et là, on utilise de l'AES 128 bits pour crypter la donnée et l'envoyer dans un broker. Si le mini-serveur peut se connecter donc, au broker, il va collecter la donnée, le décrypter, le décompresser, et puis le stocker dans une base de données time series et puis par la suite proposer des services utiles à la communauté. Le modèle architectural étant laissé à de futurs ajouts, on pourra donc envisager d'utiliser d'autres options de communication sur demande ou lorsque c'est nécessaire. En résumé, nous pouvons dire que ce travail est une première étape vers les villes intelligentes, durables et futures, basées sur l'Internet des objets pour les pays en développement. Il propose un modèle de développement urbain, durable, d'un point de vue digital. Nous avons noté que la cité est une approche futuriste qui évolue avec les technologies de l'information de la communauté. Il peut commencer par une simple communauté et évoluer vers les villes du futur. Des indicateurs ont été proposés afin de permettre aux cités de mesurer le progrès au cours du temps, de comparer leurs performances avec les autres cités et ainsi d'essayer d'atteindre les objectifs de développement durable. Ce concept va donc être hébergé par l'infrastructure. Nous avons donc ainsi proposé les stations de base autonomes pour faire face à l'inaccessibilité de l'Internet ou son intermittence, ou maintenant diversifier les choix par rapport à son utilisation. Donc, ces stations de base étant proposées, ça nous a servi de proposer un réseau étendu de la taille d'une ville basée sur ces stations de base, afin donc de couvrir toute la cité, ainsi permettre la faisabilité des villes intelligentes dans les pays en voie de développement. Côté perspective, il serait question ici d'améliorer la gestion de la donnée
au niveau des stations de base, sachant que ces stations sont vraiment limitées en ressources. Comment maintenant améliorer la gestion de la donnée dans ces systèmes, puisqu'il doit être consommé localement avant d'être acheminé vers un serveur Biston. Il est également intéressant d'étudier, de faire une étude du système face aux tolérances aux pannes. Donc, s'il tombe en panne, un serveur tombe, on doit automatiquement prendre le relais pour ne pas perdre la communication. Il est intéressant aussi, côté vulnérabilité, d'étudier donc les éventuelles intrusions. La confidentialité ne doit pas aussi rester en rade, que les données doivent donc circuler et consommer de manière sécurisée. Ici aussi, le délai doit être optimisé pour les applications dans temps réel ou presque temps réel. Car en IoT, ceci demeure un réel problème. Côté implémentation, il n'est pas question d'aller trop vite en besogne et de vouloir à tout prix implémenter ou rendre les composantes ou sous-composantes intelligentes. Au lieu de ça, il est recommandé d'aller étape à étape vers une progression donnée. Si on prenait par exemple l'exemple de la smart environnement, on pouvait réfléchir sur un problème fondamental qui est la canalisation des eaux usées ainsi que le traitement. Là, dans l'existant là, on pouvait greffer les technologies de l'information et de la communication. Et donc, ça sera un grand début, vraiment un grand début pour commencer à mettre en place ou commencer à rendre les sous-composants intelligents et donc vers les villes intelligentes. Ceci donc mettra fin à cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Barrault. Vraiment, ce fut une présentation très intéressante qui nous a permis en fait d'avoir une idée un peu sur vos travaux sur les villes intelligentes et comment mettre en place en fait un système dans lequel on devrait se départir de la connectivité Internet, mais d'avoir son propre réseau interconnecté qui nous permettra en tout cas de développer localement des services et éventuellement, si on a un point de sortie, d'avoir une interconnexion vers l'Internet. Donc, je pense que c'est des travaux qui sont extrêmement intéressants et d'actualité, vu que maintenant l'Internet des objets est partout et que la connectivité devient aussi une problématique à résoudre. Même si dans certains pays, ce problème a été réglé, en Afrique, on fait vraiment toujours face à ces problèmes de connectivité et c'est l'occasion vraiment d'avoir des solutions, en tout cas, qui nous permettent en fait, de résoudre partiellement, en tout cas, ces problèmes. Bon, je pense que sans plus tarder, on va passer à la série de questions et d'interventions. Donc, c'est ouvert maintenant. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole, vous prenez directement la parole. Et puis, vous pouvez faire des contributions ou poser vos questions à M. Barrault. Donc, je pense qu'il prendra le temps de répondre. Je pense qu'en 30 et 40 minutes, ça devrait nous suffire pour pouvoir faire cette première série de questions. Voilà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent intervenir sur le thème qui a été présenté aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent réagir? Maïssa, je peux te laisser la parole peut-être pour ouvrir. Les autres, s'il y en a qui veulent intervenir, même si c'est pour des contributions aussi, on est preneur, hein? Si vraiment vous avez des travaux parallèles, vous avez des questions à lui poser, qui pourraient vous aider dans le cadre de vos travaux pour les doctorants ou des choses comme ça, c'est l'occasion, hein?
Bon, je vais peut-être poser une question. Alors, Pape, tu m'entends? Oui, je vous entends très bien, prof. Ah, il y en a qui n'arrivent pas à activer leur micro. Alors, est-ce que j'ai donné l'autorisation d'activer les micros? Sada Anne, je vais voir si je peux autoriser ton micro. Alors, effectivement, il y a un problème avec les micros, hein. Alors, essayez maintenant de réactiver vos micros pour voir. Je pense maintenant que ça devrait être possible. C'est bon. C'est bon, OK. Je pense que c'est bon maintenant, hein? Oui, bonjour. OK, donc, cher Dien, tu peux y aller. Et D'accord. après ça, Anne. D'accord. Bon, désolé, je suis venu un tout petit peu en retard, mais je vois que le sujet est tellement intéressant. Et d'ailleurs, moi-même, je travaille sur ça. En fait, je suis un doctorant en première année à l'UCAD avec professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Bon, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'accéder à vos publications? Si vous avez déjà fait des articles dans ce sens, on aura besoin de ça. C'est pas une question, c'est juste que je voulais en fait des documents par rapport à ça parce que j'ai raté pas mal de choses sur la présentation. Je suis venu en retard en fait. Bon, je pense que pour les articles, ça ne devrait pas poser de problème, hein. Je pense que c'est les articles qui sont publics et disponibles sur Internet. Je pense que si après vous contactez le présentateur, il pourra vous envoyer la liste de ces articles que vous trouverez sur Internet sans problème, hein. Vous avez son mail qui est devant vous. Donc, vous lui envoyez un mail et je pense qu'il pourra vous envoyer la liste de ses publications. C'est bon? Prof, il peut aussi, Ouais, c'est je bon. sais pas. Oui? Oui, on t'entend. Il peut aussi, à la fin de cette présentation, s'il veut ce document-là, parce Oui. qu'à la fin, j'ai référencé tous les articles, en fait. OK, d'accord. OK, c'est bon. Donc, après, tu pourras m'envoyer la présentation à moi et puis après, on fera le dispatching au niveau du CA pour tous ceux qui ont participé à la présentation. C'est bon? C'est bon? OK. Alors, Sada Anne. Bonsoir tout le monde. Vous me recevez? Oui. Bonsoir, oui, on t'entend. Et, bonsoir aussi à M. Abdoulaye Ba pour cette brillante présentation et félicitations également. En fait, j'avais une question. Je me présente d'abord, je suis doctorant à l'université Alioune Diop de Bambey en première année. Donc, qui est votre encadreur? Le professeur Daïro Gueye. OK, Daïro Gueye. Bon, j'ai eu à mettre en place une maison intelligente quand j'étais en licence. Maintenant, j'avais juste quelques questions par rapport à la présentation. J'ai vu qu'ils avaient mis vulnérabilité de l'intrusion, la détection des intrusions. Et dans ce genre de projet, il se pose beaucoup de problèmes sur ce genre de situation, c'est-à-dire la détection des intrusions, parce que le réseau, si on n'a pas un réseau spécifique ou bien un réseau qui est créé spécialement pour ce genre de projet, il peut y avoir des problèmes d'intrusion, des problèmes de connectivité, et en même temps aussi, par rapport aux outils, par exemple, aux capteurs, s'il n'y a pas une maintenance continue, il peut y avoir une déconnexion. Et s'il y a une déconnexion, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour qu'il n'y ait pas de déconnexion totale, quoi? Parce que d'après ce que j'ai vu au niveau de l'architecture, c'est comme si s'il y a un problème de maintenance, il peut y avoir des problèmes sur la connectivité, quoi. Je ne sais pas si j'en fais comprendre.
OK, donc je pense qu'on va faire question-réponse. Donc, Baro, tu peux répondre à sa question. Oui, en fait, il parle de la maintenabilité du système. Et aussi de la sécurité, je pense, au début, parce que Oui, pour pas que n'importe qui puisse se connecter dessus. oui, en fait, pour le protocole LoRaWAN, côté LoRaWAN, en fait, chaque équipement a besoin de s'authentifier. Chaque équipement a besoin de s'authentifier et le réseau les gère individuellement. C'est vrai qu'il peut y avoir des intrusions, mais à l'état actuel du système, il est consommable. Maintenant, c'est à nous maintenant d'aller à chaque fois faire des tests pour voir d'éventuelles intrusions. Mais le réseau de LoRaWAN propose des la connexion sécurisée. Donc la donnée est cryptée et il y a aussi des mécanismes du moins de recherche d'intégrité par rapport au message reçu. Donc, sur ce côté-là, on n'a pas trop de difficultés côté intrusion. Mais côté WIOT, oui, là, il peut y avoir des intrusions. Donc, on doit vraiment veiller à ça. On doit proposer un système de gestion de ces institutions, de ces institutions-là. Voilà. Donc, côté connectivité, oui. En fait, le réseau mis en place peut avoir des faiblesses, ouais. Surtout lorsqu'il y a des perturbations sur la variété climatique, par exemple. Il peut y avoir des perturbations. Et à chaque fois, il faut mettre en place un système de maintenabilité continue. Donc, le système doit toujours être testé par un système que tu mets en plus pour la maintenance. Et là aussi, il faut la haute disponibilité parce que le système doit toujours rester en fonctionnement. Donc, il doit être fonctionnel. Donc, la haute disponibilité doit être prise en compte. Ici, on n'a pas pris en compte la haute disponibilité. On a juste assuré la communication de bout en bout. C'est pour là que je dis il faut maintenant réfléchir à la tolérance au panne. Donc, on va faire une étude sur la tolérance au panne. Pris à ça, on redonne les équipements et on fait un basculement par veille. Donc, on peut mettre l'autre en hibernation, l'autre va prendre le relais, ainsi de suite. Mais quand même, il y a un seul problème aussi à résoudre côté infrastructure. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Hein. En fait, j'ai juste une petite... je demande aussi, est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir un accès à distance? Oui. Le modèle, tel que... Pardon? Oui, vas-y, Baro. Voilà, je dis le modèle tel que défini. Tout va bien? Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Voilà. Je dis le modèle tel que défini. Pardon, je vais revenir. Oh là là. Voilà. Pardon, prof. Oui. J'ai loupé la question parce qu'il y avait quelqu'un qui perturbait. Oui. Est-ce que tu peux reposer ta question? Je disais, est-ce qu'il était possible d'avoir un accès à distance? Voilà, donc je dis le réseau tel que proposé donne plusieurs accès. Donc ça, c'est la structure globale. On peut décider de faire fonctionner une station de base de manière isolée. On peut aussi aller vers des Things Network si on a un accès
à Internet. Donc, à distance, on peut accéder déjà aux ressources. On peut aussi décider d'aller vers un réseau communautaire. Vous voyez, le réseau communautaire, la taille d'une ville, les gens de la ville peuvent accéder aux données. Mais aussi, le cœur peut être lié à Internet. Donc, on va voir la zone la plus forte en connectivité. On va placer là-bas le master. Et le cœur sera mis sur Internet. Et ainsi, on peut avoir des backups côté ici. On peut avoir des backups sur le cloud ou quelque part pour le stockage. Donc, à distance, on peut accéder aux données pour le monitoring, pour la consommation de la donnée. Donc, pareil aussi pour notre Wi-Fi, cette solution, l'option Wi-Fi. Ici, on suppose qu'on a accès à Internet. Donc, la donnée est envoyée dans un broker. Et ici, le Wi-Fi, si vous voulez, c'est un mini-serveur qu'on met même dans la maison. Ce mini-serveur est capable de faire plus que ça. Mais ici, on utilise pour cette fin-là. Ici, il peut récupérer la donnée sur un broker et le mettre disponible pour le monitoring à la maison. Mais il peut être accessible à distance. C'est bon? OK. Alors, Pape Abdou, j'ai une question de Awa Diatara qui a posé sur le groupe. Elle dit, est-ce que vous pouvez citer des applications concrètes d'une Smart City dans le contexte africain? Déjà réalisé ou bien? Bon, oui, concrète, ça veut dire que ça a déjà été réalisé. Hein? Peut-être pas dans le cadre de ta thèse, mais des applications qu'on peut avoir dans le cadre d'une Smart City, en fait. On a les smart, les smart home. Laisse-moi venir. Voilà, ici. Ici, on a ce qu'on appelle la smart housing, ici, la smart home. Ici, lorsque j'avais fini mon diplôme d'ingénieur, je travaillais pour un cabinet d'architecture. On a mis en place une maison intelligente qui prenait en compte tous les aspects à automatiser, qu'on doit automatiser dans une maison. Donc, la maison se situait au niveau des corniches, là-bas à Dakar. Donc, là, on gérait les volets roulants, la sécurité côté intrusion, s'il y a durant le volet ou pas, des systèmes d'alerte. Nous avons également des systèmes d'accès dans les maisons. Donc, si on ferme la porte, si tu l'ouvres, il y aura automatiquement un système d'alerte qui va arrêter par SMS ou il va sonner l'alarme. Donc, les lampes aussi sont allumées et éteintes selon des événements. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, par exemple, nous avons un modèle de la smart farming, par exemple. On essaie, c'est pas fini, on essaie de mettre en place une ferme intelligente. Une ferme qui prendra des informations et va laisser l'irrigation par rapport à certains paramètres qu'on aura à collecter. OK, merci. Bon, je pense qu'en fait, toute application qu'on peut développer dans le cadre d'une ville, que ce soit de la domotique, que ce soit le suivi des éclairages avec les lampadaires, tout ça, c'est des applications qu'on peut avoir dans le cadre d'une Smart City. Hein? Donc, je pense que c'est assez large et puis il y a déjà eu plein de développements qui ont été faits dans ce domaine. Hein? Alors, je vais passer la parole au docteur Mohamedou Traoré pour qu'il puisse poser sa question. Oui, docteur, vous avez la parole. Merci, prof. Cher. Merci, monsieur Pape Abdoulaye Barro, pour la présentation. Bon, avant d'aborder ma question, hein, je commencerai d'abord par remercier les organisateurs de cet événement-là, donc en l'occurrence de CA-Music, et aussi remercier donc, tous les participants, donc, et dire félicitations à M. Barro, hein, pour la clarté de la présentation.
Alors, ma question, avant d'aborder la question, hein, donc je vais d'abord parler de la thématique. Hein, elle est intéressante, hein, elle est intéressante et pertinente dans la mesure où dans les pays africains hein, en général, ces modèles hein, sont à saluer par les modèles de smart city. Parce que même dans nos maisons, hein, on a besoin de leur application. Donc, leur application permettrait de faciliter la vie de tout un chacun. Ou bien même si je prends l'échelle d'une entreprise, d'une industrie, usine, donc ça peut aider les gens donc, à diminuer donc, la pénibilité dans les tâches, quoi, dans les travaux. Alors, ceci dit, hein, donc ma question est relative, donc, bon, quand j'ai vu déjà le titre de la présentation, donc il a mis quelque chose comme par rapport au developing country, quoi, donc au pays en voie de développement, si j'ai bien compris. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a un modèle de Smart City, n'est-ce pas, par rapport à un pays en voie de développement différent du modèle des pays développés? C'est ça, en fait, fondamentalement ma question. Donc, est-ce qu'il existe un modèle de Smart City, n'est-ce pas, relatif aux pays en voie de développement qui est différent de celui des pays développés? Merci. Okay. Merci. Donc, Baro, je pense que tu as entendu la question. Elle est très pertinente hein, parce que peut-être qu'on n'a pas exactement, par rapport aux pays développés, les mêmes conditions, les mêmes contextes. Bon, déjà, la connectivité pose problème, le problème de l'accès à l'énergie. Donc, effectivement, c'est là où, dans ce sens, que la question est pertinente. Voilà, donc le contexte est vraiment différent. Là-bas, ils n'ont pas de problème d'accès à Internet. Déjà, le fait de considérer les pays par niveau de développement, hein, ça va susciter beaucoup de questions. Leur préoccupation n'est pas la même chose avec les nôtres, en réalité. Ils ont un modèle de développement qu'ils ont façonné à leur façon. Donc, ils l'ont taillé à leur problématique, à eux. Donc, nous, la plupart, lorsque vous voyez nos recherches, la plupart ne sont pas orientés pour nos propres développements. Ce sont les problématiques qu'on développe à l'extérieur et qu'on amène ici pour amélioration. Et ça ne sert pas réellement pour ce qui concerne donc, le développement de la science et de la technologie. Ici, on essaie de contextualiser parce que la cité, il est unique, il est irremplaçable, il doit définir ses propres besoins et moyens. Et donc, il a ses propres moyens également, doit donc faire son propre plan, définir ses priorités et rester suffisamment flexible pour s'adapter au changement. Maintenant, lorsque vous voyez le développement, nous, en Afrique, c'est presque pareil partout. Nous avons des équilibres à tous les niveaux. Maintenant, eux, lorsqu'ils prendront un composant à l'échelle macroscopique, nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on a besoin d'aller depuis zéro, il n'y a rien qui existe. Et on veut évoluer avec ça pour maintenant essayer de rendre d'abord les composants durables et ensuite greffer les technologies de l'information et de la communication. Donc, le contexte n'est pas pareil, vraiment pas pareil. Nous, on veut une infrastructure qui ne peut pas se baser sur l'Internet. Parce que le round trip time, le délai d'aller et de retour peut être très, très important. Et ne favorise pas les applications de temps réel. Vous voyez? Et que ici, même dans les zones les plus reculées, on peut avoir des problèmes d'accès à Internet. Ouais. Donc, on peut proposer des solutions qui ne se basent pas forcément sur l'exigence. Donc, un réseau forcément dépendant d'Internet. Non. Mais de proposer un réseau de capteurs qui peut collecter les données localement, de consommer localement ou de joindre un réseau local étendu. C'est ça, c'est le contexte en fait. D'accord, je pense qu'on aura compris. Et puis même quand je vois aussi toi tes travaux, tu essaies d'avoir une gateway qui est autonome en énergie. Donc en fait, tu tiens compte du fait que dans le contexte, l'énergie avec le solaire, en fait, qui est en tout cas quelque chose de disponible pour nous, c'est une autre manière en fait de pallier au problème de l'énergie auquel on fait face presque tout le temps en fait. Et je pense que même l'intérêt des travaux, c'est ça en fait, c'est d'avoir une interconnectivité
qui ne passent pas forcément par un réseau Internet, mais qui passent par un réseau de gateway LoRaWAN qui sont interconnectés entre elles, qui permettent de couvrir en tout cas des grandes surfaces, peut-être à l'échelle d'une ville en fait. Exactement. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? J'aimerais bien. Oui, allez-y. Oui, bonjour, bonjour. C'est Mamour Diop de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Oui, Mamour. Donc, merci Baro pour cette belle présentation. Merci aux initiateurs également de cet événement, donc Cher Sarr et autres, donc LCA Mythique. Donc, moi, je prends la balle au rebond par rapport aux deux questions précédentes. Donc, tout à l'heure, celle qui demandait les applications concrètes d'une smart city dans le contexte africain. Donc, c'est ce que M. Traoré également a posé. Ce qui était intéressant ici, c'était le contexte africain. Parce qu'on connaît la plupart des applications de smart city. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est le contexte africain. Est-ce que dans le contexte africain, on a des modèles de smart city qui sont purs ou adaptés au contexte, à nos réalités actuelles? Et je pense que pour y arriver, peut-être, une idée serait de réfléchir d'abord aux problématiques qu'on a dans nos villes. Et essayer de trouver des solutions à ces problématiques-là en utilisant l'IoT. Donc, je pense qu'à travers ça, on peut trouver maintenant des smart cities made in Africa. Donc, ma question, ça c'était juste une contribution. Ma question, c'est plutôt, donc vous avez fait des études sur la couverture, sur la connectivité. Donc, là, la question que je pose, c'est quelle est la portée maximale? Quelles ont été la portée maximale dans vos tests et le nombre de gateways nécessaires qui vous a permis de couvrir, bon, je ne sais pas si c'est une ville ou une partie de la ville. Merci. Oui, Pape Abdou, je pense qu'il y avait un schéma qui montrait déjà la puissance que tu avais en fonction de la distance. Ça donnait peut-être une idée déjà sur la couverture. Ouais, c'était ici. En réalité, on a utilisé une seule station de base. Donc, on a mis ici à l'MSP. Mais il faut rappeler que en fait, cette zone est une zone dense. Donc, il y a la présence des arbres. On a beaucoup d'arbres ici. C'est presque dans la forêt. Ouais. Donc, la portée maximale ici, vous voyez, c'est 680 mètres. Ce n'est pas trop, quoi. Je ne passe pas beaucoup. Donc, on a essayé d'aller au-delà. Mais de l'autre côté, d'abord, ce n'est pas accessible. C'est la forêt carrément. On s'est limité ici, en fait. Mais il faut retenir que dans une zone où vraiment il n'y a pas beaucoup d'environnement, on pouvait atteindre une bonne distance. D'accord. Mais par rapport à votre expérience, est-ce que vous pouvez prendre l'exemple d'une des villes dans lesquelles vous avez été et voir maintenant en termes de couverture, combien ça va nécessiter de gateways? Et quand je dis nécessité de gateways, ce n'est pas seulement les gateways pour faire toute la couverture, mais aussi des gateways qui vont rester là, qui vont prendre le relais en cas de panne de certaines gateways. Oui, en fait, ce que vous demandez, c'est une autre étude, en fait. Vous parlez de connectivité. Vous voulez avoir une idée, oui, je comprends. Vous voulez avoir une idée de combien de gateways suffiront pour couvrir entièrement une cité, par exemple, une cité donnée. Oui. Oui, mais là, en termes de budget, on n'a pas ça pour le moment. Sauf si vraiment il y a un projet mis en place pour ça. Et puis, on va essayer d'arriver à ces termes-là, à ces exigences-là. D'accord, c'est très bien. J'avais compris que dans vos travaux, vous avez fait des couvertures. Vous avez couvert certaines zones de la ville. C'était juste pour ça que j'ai posé la question. OK, merci pour ces réponses. OK, est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent poser des questions? Non, c'est bon. Personne d'autre? Bon, je pense que, M. Barreau, on vous remercie vraiment de cette présentation.
donc qui fut vraiment très intéressant et qui nous a permis en tout cas de voir que, en tout cas, l'IoT en fait maintenant est totalement intégré dans nos vies maintenant et que c'est un concept en tout cas qui va se développer dans les années à venir. Donc, je pense que si les gens cherchent vraiment des thématiques en tout cas qui sont porteuses dans lesquelles ils peuvent travailler dans les années à venir, je pense que l'IoT c'est vraiment le bon créneau parce que déjà, c'est la jonction de plusieurs disciplines. On a un peu de la physique, on a un peu du réseau, on a un peu de tout ce qui est partie informatique, traitement de données. Donc là, on est capable vraiment d'avoir... et puis, je pense qu'il faut penser à résoudre les problèmes auxquels vraiment nos pays sont confrontés parce qu'on a des problèmes spécifiques à l'Afrique qui ne sont peut-être pas les mêmes problèmes qu'on a en Europe. Et l'un des premiers problèmes auxquels on fait face, c'est d'abord la connectivité. Deuxièmement, on a l'énergie. C'est des choses qu'on suppose qu'elles sont toujours acquises, mais parfois on se rend compte qu'on n'a pas ça. Et puis ça nous empêche de travailler dans des bonnes conditions. Donc, je pense que déjà, penser à des solutions qui nous permettent d'avoir une connectivité au moins locale et qui nous permettent d'avoir à chaque fois en fait de l'énergie disponible, c'est déjà un premier début de solution, d'avoir nos propres réseaux à nous et après maintenant, de vouloir développer derrière les applications qu'on veut. Bon, donc je remercie vraiment M. Barreau pour ce premier webinaire. Donc, comme je l'avais dit, hein, il y a 4 webinaires qui sont faits dans le cadre du CA Métique de l'Axe 4. Donc, le prochain webinaire va porter sur l'apprentissage automatique. Donc, on va bientôt lancer un call et s'il y a des gens qui travaillent dans ces domaines, vous pouvez nous envoyer les titres et les résumés. Et au niveau du CA, on fera la sélection pour savoir un peu qui présenter. Donc, les présentations sont ouvertes aussi bien aux enseignants-chercheurs qu'aux doctorants. Hein. Donc, c'est assez large et ça donne l'occasion vraiment de présenter les travaux que les gens font. Et ça permet d'avoir des remarques de personnes qui sont externes, des questions, tout ça pour mieux vous améliorer dans les travaux que vous faites. Voilà, donc je pense qu'on est arrivé au terme de cette première présentation. Voilà, oui, la vidéo. Alors ça, maintenant, après, je vais demander donc au CA de pouvoir au moins mettre un lien disponible pour la vidéo. Et comme ça, les gens pourront le télécharger. Et je pense que M. Barreau, donc vous avez tous eu son mail. Vous pouvez, en tout cas, il peut nous envoyer les transparents, donc les slides en PDF, et après, on pourra vous les envoyer. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tout le monde pour cette première série et espérons qu'on puisse continuer. Donc, toujours dans le cadre de l'émulation de la recherche. Merci beaucoup, M. Barreau. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous. Okay. Merci, professeur. Merci.